Bonjour. La dernière fois, j'avais juste initié le thème sur lequel j'allais intervenir au cours des 2 séances suivantes. On y est. Et donc, c'est autour de cette molécule assez incroyable dont j'ai déjà dit, la S-adénosylméthionine, dont j'ai déjà dit qu'on a là sans doute un des très très rares exemples d'une molécule en biologie qui est utilisée aussi largement. Chaque morceau de cette molécule est utilisé dans tout un tas de... comme précurseur de tout un tas de molécules dont vous avez ici quelques exemples. Je reviens juste, donc j'en étais là, et je reviens juste sur cet aspect mécanisme ionique. Parce que comme on va le voir, une des grandes découvertes, alors maintenant qui a un peu d'âge et auquel j'ai contribué moi-même, c'est la découverte de la SAM comme précurseur de radicaux organiques. Mais ce que j'entends par mécanisme ionique, et toutes ces réactions que vous voyez ici, sont des réactions qui, en 2004, à nouveau, dans cet article de revue qui n'a pas eu de suite, j'ai d'ailleurs en projet de mettre à jour cette revue, puisque, comme je vais vous le montrer, il y a tout un tas de nouvelles choses qui sont arrivées, évidemment, depuis 2004, et en particulier, et c'est mon message depuis le début de ce cours, au cours des toutes dernières années. Donc, toutes ces réactions sont ioniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a ce genre de mécanisme. Par exemple, ici, vous voyez, dans le cas de cette enzyme, la cyclopropane fatty acid synthase, qui crée un cyclopropane sur des acides gras, vous avez des mécanismes qui sont de type ionique, plusieurs façons de... Enfin, il y a beaucoup de discussions sur ces mécanismes encore, mais vous voyez que un mécanisme possible, c'est utiliser le caractère nucléophile de cette double liaison pour attaquer ce carbone électrophile. Et évidemment, c'est très favorable parce que vous avez ici un accepteur d'électrons très fort, un sulfonium, pour donner ce carbocation intermédiaire et moyennant un départ d'un proton, vous refermez pour donner ce cyclopropane. Bon, ce qui est plus, et vous allez le voir, ce qui est maintenant plus mis en avant, c'est la participation d'intermédiaires qui sont assez classiques en chimie organique, qui sont des ilures de soufre. Voyez. Donc ici, ça passe par une base à nouveau qui arrache un proton sur ce carbone pour donner cette ilure. Cette ilure, c'est CH2-S+, qui ensuite, évidemment, peut attaquer la double liaison et ensuite, ça se referme pour faire le cyclopropane. Donc ça, ce sont des mécanismes ioniques et on pourrait en montrer d'autres. Je montre ici, par exemple, une ribosyle transférase, qui participe à une modification d'ARN de transfert. Et là, c'est un autre ilure qui est formé. Vous voyez, vous pouvez arracher un proton soit sur ce carbone, soit sur celui-là, le carbone 5' de l'adénosyle, de la partie adénosyle ici. Et à ce moment-là, vous créez un hydrure. Et à partir de là, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a tout un tas de réorganisations. Comme vous le voyez, le sucre s'ouvre. C'est ce qu'on voit ici. Et ensuite, la base de l'ARN, qui comporte un nucléophile, peut attaquer cette molécule qui est très électrophile. Et là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail du mécanisme, mais vous voyez ça dans la littérature. À nouveau, ici, il n'y a pas de transfert d'électrons, il y a des transferts il n'y a pas des transferts monoélectroniques qui conduisent à des radicaux, ce sont des mécanismes ioniques avec des transferts de doublés pour l'essentiel. Ça, c'est un autre exemple pour vous montrer que, par exemple, dans la synthèse de ces molécules aminées très importantes, putrécine, spermidine, vous avez aussi une partie de ces molécules qui provient de la SAM. Et là aussi, c'est ionique.
après une étape de décarboxylation. Vous voyez ici, il y avait dans la SAM un carboxylate, hein, puisque c'est la partie méthionine hein, qui est ici. Mais là, elle n'y est plus, puisqu'il y a eu une première décarboxylation. Et ensuite, vous avez ce carbone qui est électrophile au même titre que celui-là. Il est un peu plus encombré, mais néanmoins, dans cette enzyme, la propylamine transférase, vous avez un résidu, un acide aminé de la protéine qui attaque ce carbone pour faire un adduit ici, après libération de cette partie-là, la méthylthioadénosine. Et ensuite, vous avez la petite molécule substrat qui récupère ce groupement aminopropyl. Donc tout ça, ce sont des mécanismes nucléophiles, ioniques. Là aussi, donc j'ai évoqué tout ça. Et puis, il y a une chimie extrêmement importante dans la production d'aminocarboxypropyl, ACP. Vous voyez, c'est ici cette partie de la SAM qui est utilisée, mais sans décarboxylation dans ce cas, puisque vous voyez que aussi bien dans cette modification d'ARN, on le retrouve ici complètement, de même que dans la N-acylhomocérine lactone, ou bien dans ce composé dit ACC, qui est l'aminocyclopropane carboxylique acide. Là aussi, donc, même type de chimie ionique, et je veux juste vous montrer qu'à partir de maintenant, des réactions nouvelles, et vous voyez, ça c'est un résultat. Donc, on va retrouver cette introduction d'aminocarboxypropyl venant de la S-adénosylméthionine, donc un grand nombre de réactions, et là je vous cite quelque chose de très, très récent, c'est la synthèse de ce composé qui est l'azétidine carboxylate et qui vient de la S-adénosylméthionine, à nouveau c'est cette partie-là de la SAM, qui est utilisée dans la synthèse de toute une série d'alcaloïdes. Vous voyez, les alcaloïdes, ce sont ce type de molécules, et vous retrouvez ici ce groupement azétidine carboxylate, ici, là. Et vous avez donc des systèmes enzymatiques qui ont été découverts très récemment, dont la fonction est justement de couper la SAM autrement que ce qui a été connu, et en produisant cette molécule. Et donc ici, cette enzyme, vous voyez, c'est un article très récent, c'est une enzyme AZJ qui donc décompose la S-adénosylméthionine pour produire cet intermédiaire, et cet intermédiaire est utilisé ensuite en étant fixé sur des peptides non ribosomaux qui ensuite utilisent ces groupements à l'intérieur du peptide pour faire des réactions qui conduisent à ces molécules très, très élaborées. Très récemment aussi, donc on est en train de découvrir de plus en plus de systèmes enzymatiques, tout ça c'est très récent, hein, de systèmes enzymatiques qui décomposent la SAM en cette molécule que j'ai appelée AZC, voilà, en AZC, et ça par exemple, vous voyez, il y a toute une série, on découvre actuellement toute une série de composés qui ont des propriétés antifongiques, cytotoxiques, et notamment de la famille des vioprolides. Vous voyez, et là, on retrouve des groupements de type AZC qui sont produits à partir de la S-adénosylméthionine, et on étudie, enfin, la littérature produit de plus en plus de ces systèmes. Ici, c'est une enzyme qui s'appelle VIOH qui, à nouveau, décompose la SAM en cette AZC. À nouveau, vous voyez, par des mécanismes de type ionique, où un nucléophile, un acide aminé de VIOH, déprotonne l'aminocarboxylate, et ensuite l'amine ferme
sur ce carbone pour donner ce cycle à 4 et libération de l'autre partie de la S-adénosylméthionine. Voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Et peut-être le dernier exemple dans cette catégorie-là, c'est la synthèse de la nicotianamine, qui est cette petite molécule, mais qui joue un rôle extrêmement important chez les plantes. C'est un complexant du fer, et c'est une des molécules qui est impliquée dans le métabolisme du fer chez les plantes, notamment par ses capacités chélatantes avec des carboxylates et des azotes du fer. Et les 3 parties de cette molécule sont toutes les 3 issues de la SAM. Et là, vous retrouvez à nouveau le groupement AZC, voilà, qui est synthétisé à partir grâce à cette enzyme, la nicotianamine synthase. Non, il y a encore un autre exemple. Donc ça, c'est une enzyme TW2 et une utilisation de la SAM dans le cadre de la synthèse d'une base modifiée d'ARN de transfert. Vous voyez la base non modifiée ici, et puis il y a toute une série de transformations, et en particulier des méthylations. Alors ça, on peut comprendre pourquoi la S-adénosylméthionine. Alors oui, parfois ça s'appelle adomètre, parfois SAM. La S-adénosylméthionine est impliquée puisque c'est un donneur de méthyle, ça je l'ai dit dès le début. Donc vous avez des méthylations ici. Et puis, ici, vous avez une enzyme qui a été très étudiée récemment, qui est TYW2, qui fait quelque chose d'assez compliqué, puisque cette enzyme introduit le groupement ACP, ici aminocarboxypropyl, sur cette liaison, sur ce carbone, pour créer une liaison carbone-carbone. Et ce groupement-là, à nouveau, c'est le groupement ACP de la SAM, et donc cette enzyme utilise la SAM pour faire cette réaction. Et puis ça continue, vous avez d'autres méthylations sur le groupe qui a été introduit. Donc vous voyez, c'est un processus qui est assez intéressant, puisque je montre ici que toutes les étapes de modification de cette base, qui à la fin est très complexifiée, hein, vous voyez, avec beaucoup de groupes introduits, eh bien, chaque étape dépend de la S-adénosylméthionine, et avec des fonctions différentes. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cet article, vous voyez qu'il est un peu plus vieux, il y a eu, au fond, il y a des discussions sur le fait que qu'est-ce qui explique que dans certains systèmes enzymatiques, le nucléophile de la protéine ou du substrat attaque ce méthyle qui est très électrophile pour faire une méthylation, ou ce carbone, ou celui-ci pour introduire l'ACP dans des molécules. Et en fait, en comparant, par exemple, ici, dans ce travail, une enzyme qui est juste une simple méthyltransférase qui introduit le méthyle dans le substrat, ou cette protéine TW2 qui introduit donc le groupement ACP dans le substrat, on peut observer que c'est peut-être lié uniquement à des positionnements différents, aux contraintes que fournit la protéine, l'enzyme dans le site actif, qui oriente le substrat par rapport à l'un des deux carbones. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail de ces structures-là, mais regardons ce schéma. Et en gros, ce qu'on observe, c'est qu'à cause des contraintes apportées dans cette partie du site de fixation de la SAM, c'est le méthyle qui est orienté vers le substrat. Vous voyez ce qu'on peut voir ici, vous voyez, dans cette enzyme, c'est cet azote qui va être méthylé. Et vous voyez que ici, vous reconnaissez la SAM avec le méthyle de la SAM, ici c'est le soufre, et donc il est orienté vers ce substrat. À l'inverse, dans la protéine TYW2, vous voyez, pour la synthèse de la Y-butosine,
le méthyle pointe dans une autre direction et au fond, ce carbone-là est très proche du carbone qui va être alkylé. Et donc c'est là que va se faire la réaction. Donc rien de très, je dirais, rien de plus compliqué d'une certaine façon que l'utilisation d'un substrat le même pour différentes réactions en jouant sur, au fond, les aspects stériques et les orientations relatives des réactifs. Alors, vous voyez, depuis 2004, du point de vue des mécanismes iodiques, ce schéma-là est resté très très longtemps valable. Et même s'il y avait d'autres réactions de type introduction d'ACP que celles qui sont indiquées ici, et je vous en ai montré quelques-unes, notamment avec ce cycle A4, le composé AZC, qui est venu très récemment. Il n'y a pas eu grand-chose jusqu'à ce que soit apportée la découverte d'un dérivé de la SAM, qui est la carboxy-SAM. La carboxy-S-adénosylméthionine, qui, vous le voyez, se trouve carboxylée sur le méthyle, sur le groupement méthyle. CH3 ici, c'était CH3 ici, c'est devenu CH2, CO2. Et je vais parler de ça. Et comment ceci a été découvert, c'est... voilà, donc la découverte de ce nouveau cofacteur, S-adénosyl S-carboxyméthylhomocystéine, vient de l'étude, à nouveau, de la chimie de modification d'ARN de transfert. Vous avez vu le nombre de fois où je parle de ces modifications d'ARN de transfert. Alors c'est aussi parce que je m'y intéresse et qu'au laboratoire on s'y intéresse, mais c'est aussi pour dire que c'est une mine absolument extraordinaire de nouvelles réactions chimiques et de nouveaux systèmes enzymatiques, et on continue à découvrir de nouvelles modifications, et on est encore loin d'avoir étudié tous les systèmes enzymatiques qui participent à ces transformations, et évidemment ça va conduire, y compris dans les années à venir, à la découverte de nouveaux systèmes enzymatiques, de nouvelles chimies, etc. Donc là, ici, c'est cette modification, vous voyez, qui part de l'uridine dans des ARN de transfert et qui, chez certaines bactéries gram-négatives, introduisent ici ce groupement-là, 5-oxyacétyl. Et très tôt, il y a quelques années déjà, on savait que ce carbone ici, ce CH2, vient de la S-adénosylméthionine. Cette synthèse passe d'abord par une hydroxylation, dont je ne parlerai pas pour le moment, cette hydroxylation de type hydroxylation aromatique sur le cycle, et ensuite l'introduction de ce groupement acétyl catalysé par ces deux enzymes, CMOA et CMOB. Et là, j'ai déjà évoqué un exemple la dernière fois de découverte d'un nouveau cofacteur grâce à une structure cristallographique d'une protéine qui, par chance, avait retenu en son sein, dans le site actif ou dans un site, une petite molécule, et qui permettait de, si on arrivait à l'identifier, ce qui n'est pas simple parce que la seule densité électronique correspondante à cette petite molécule n'est pas toujours suffisante, mais par toute une série d'analyses, et en particulier spectro de masse, comme c'est le cas ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grâce à la structure cristallographique de CMOA et à la présence au sein de cette protéine isolée d'une densité électronique, vous voyez ici, qui fit merveilleusement bien avec cette molécule qui est identifiée par carboxy-SAM et validée par toute une série d'analyses, et y compris la spectrométrie de masse, mais je ne veux pas rentrer
dans le détail. Donc, c'est la découverte donc, de cette molécule S-carboxysam. Ça, c'était le point de départ. Et vous avez compris que le carbone ici... ensuite, dans ce travail-là, oui, c'est le même papier, donc dans cet article de Nature en 2013, les gens se sont évidemment intéressés à savoir comment la carboxysam était synthétisée, et il a été compris que c'était à partir de ce composé, qui est le préphénate, qui, grâce à cette protéine CMOA, hein, qui est celle pour laquelle la structure cristallographique était obtenue, donc, la SAM utilise le carboxylate qui est ici du préphénate pour donner le carboxysam, et ça, ce sont juste des données expérimentales qui montrent que, en effet, pour faire ce phénylpyruvate, qui est le sous-produit de cette réaction, il faut à la fois la SAM et il faut l'enzyme et il faut le préphénate. Donc ça, c'est assez bien clarifié que nous avons une carboxylation ici du méthyle de la SAM grâce à cette molécule. Et au fond, voilà pourquoi vous avez besoin de deux enzymes ici. Vous avez besoin de CMOA pour faire la carboxysam et vous avez besoin de CMOB pour utiliser la carboxysam et faire la modification de l'ARN de transfert. Et c'est donc CMOA qui fait la carboxysam et c'est CMOB qui utilise cette carboxysam pour acétyler cette base, donc par attaque nucléophile de l'oxygène qui a été introduit dans l'étape d'hydroxylation aromatique précédente. Cet oxygène est suffisamment nucléophile pour attaquer ici, et vous tombez sur votre produit final, CMO5U. Et vous comprenez pourquoi ce carbone vient de la SAM, puisque initialement c'est lui, là, et que le carboxylate vient du préphénate. Voilà, donc on a compris cela. Et le mécanisme de cette chimie-là, c'est un mécanisme à nouveau ionique. Donc le carboxysam est un réactif ionique. Et le préphénate a une chimie de type décarboxylation du préphénate, assisté par un départ d'OH- qui vient déprotoner ce méthyle. À ce moment-là, vous trouvez à nouveau, et c'est les propositions qui sont faites le plus souvent dans cette chimie-là, de dilure de soufre, hein, CH2-, soufre+, qui peut attaquer la molécule de CO2 qui est restée dans le site actif, en quelque sorte, hein, même si c'est un gaz, pour ensuite donner la carboxysam. Voilà la chimie qui est mise en œuvre. Et ici, il s'avère que vous avez une structure aux rayons X de CMOA, à nouveau, hein, vous voyez la SAM ici, et une structure avec la SAM et le préphénate. Alors je ne sais plus si c'est vraiment une structure ou un modèle. Ça, c'est une structure, ça, c'est peut-être un modèle, mais où vous voyez que si cette OH du préphénate, lui, là, se libère sous forme d'hydroxyde, il peut déprotoner le proton qui est l'hydrogène, enfin le méthyle qui est là, et à ce moment-là, vous avez libération de ce CO2 qui reste ici et qui peut réagir avec le CH2-, l'ilure que vous avez formé à cet endroit-là. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur l'état de la situation de la chimie ionique de la SAM. Donc des nouvelles réactions ioniques, et puis la découverte de ce nouveau réactif carboxysam, donc récemment. Sans doute
dans le futur, on trouvera d'autres utilisations de carboxysam, mais pour le moment, à ma connaissance, c'est le seul. C'est donc ce mécanisme de modification d'ARN. Voilà. Maintenant, je vais parler d'une toute autre chimie de la S-adénosylméthionine, qui est ancienne, mais vous allez voir là aussi des choses tout à fait formidables qui sont arrivées ensuite. Donc pendant longtemps, la SAM, la S-adénosylméthionine, est considérée uniquement pour sa réactivité ionique et plus spécifiquement comme agent méthylant pour le monde vivant. Et ici, on va parler d'une découverte, vous voyez, qui date d'un certain nombre d'années, avec, je dirais, bon, j'ai déjà raconté ça dans le lointain passé, mais je le redis rapidement, l'histoire de cette découverte-là. C'est 3 groupes travaillant indépendamment sur 3 systèmes enzymatiques, découvrant ensemble faisant ensemble un certain nombre d'observations qui convergeaient pour identifier une nouvelle famille d'enzymes, utilisant la SAM non pas pour ses propriétés ioniques, mais pour ses propriétés radicalaires. Joachim Knappe, et il est décédé maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, un formidable biochimiste du XXe siècle, qui travaillait sur cette pyruvate formatliase et qui démontrait que c'est une chimie où la SAM était absolument nécessaire, mais qu'elle était découpée, et qu'elle était découpée, mais pas pour donner juste le méthyle d'un côté, ce n'était pas une méthylation. Et il a démontré que cette enzyme était active uniquement si, au sein du site actif, un acide aminé, une glycine, était sous forme radicalaire. Dans les mêmes années, Perry Fry, dans le Michigan, il n'est pas tout jeune, mais il est encore vivant, travaillait sur cette enzyme, la lysine aminomutase, et il montrait lui aussi que la S-adénosylméthionine était nécessaire et que une enzyme fer-soufre, et que c'était une enzyme fer-soufre avec un cluster fer-soufre dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis, un peu plus tard, mais là à nouveau, enfin un peu plus tard, à peu près dans les mêmes années que Frey, et sans d'ailleurs qu'au tout début on connaisse ces travaux-là, avec Peter Reichhardt, qui lui aussi est décédé il y a 4-5 ans, nous découvrions une enzyme, la ribonucléotide réductase, pour lequel nous découvrions que la SAM était nécessaire, qu'il y avait un cluster fer-soufre, et que là aussi il y avait un radical glycyle absolument nécessaire sur la protéine. Évidemment, assez rapidement, ces 3 groupes ont compris qu'ils étaient en train de travailler, alors que c'était absolument, vous voyez, pyruvate formatliase, une aminomutase, une ribonucléotide réductase, ça n'avait strictement rien à voir sur le plan des fonctions. Donc assez rapidement, ces gens-là se sont connectés avec cette idée que c'était la même famille d'enzymes, qu'on était sur le point de découvrir une nouvelle famille d'enzymes. Et effectivement, c'est le cas. En 2001, il y a ce papier très célèbre, cité, je ne sais pas, des dizaines de milliers de fois, où cette personne, Heidi Sophia, déclare l'existence d'une nouvelle superfamille d'enzymes qu'on va appeler pour la suite radical SAM, et qui est simplement identifiée comme nécessitant de la SAM, utilisant un cluster 4 fer 4 soufre, qui a comme propriété d'avoir uniquement 3 ligands cystéine, j'ai déjà évoqué cette possibilité-là, et d'utiliser le fer libre
sans cystéine, vous voyez, pour fixer la S-adénosylaméthionine avec sa partie aminocarboxylate. Et avec Juan Fontecilla à Grenoble, on a été un des tout premiers à produire une structure cristallographique d'une radicale SAM. Il y en avait eu une ou deux avant, une peut-être, d'une protéine où on voyait effectivement parfaitement bien ce complexe fer-soufre-SAM. Et ensuite, ça a été un déferlement. Ici, là, j'ai gardé quelques vieux articles de revue que nous avions produits au cours des années. Il y en a évidemment presque chaque année, hein, des articles de revue sur des radicales SAM. Et ici, c'est vraiment tout petit, mais il y a plusieurs milliers. Aujourd'hui, on considère sans doute que c'est peut-être la plus grande famille d'enzymes fonctionnant avec le même mécanisme et impliquée dans toute une série de processus biologiques absolument fondamentaux chez tous les organismes vivants. Ce n'est pas spécifique d'un domaine, c'est les archées, les bactéries, les eucaryotes. Donc, ces enzymes sont impliquées dans tout un tas de voies biosynthétiques, des synthèses de cofacteurs, des synthèses d'antibiotiques, des synthèses de vitamines, des synthèses d'alcaloïdes, de chlorophylle, enfin, etc. Dans tout un tas de voies métaboliques, des sucres, des acides aminés, des bases nucléiques, et dans la modification et l'activation de grosses molécules, modification d'ADN, réparation d'ADN, modification d'ARN de transfert, d'ARN ribosomaux, enfin, etc., etc., etc. Et modification d'enzymes. Voilà. Ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est dans un article de revue. Vous avez ici voilà, tout un tas de... Enfin, ça a été une mine, mais comme vous allez le voir, tous ces systèmes fonctionnent à peu près de la même façon. Enfin, a été considéré comme fonctionnant à peu près de la même façon jusqu'à récemment, puisqu'on a découvert là aussi de nouvelles réactions radicales. Le dogme, au fond, c'était celui-là. Et c'est ce dogme-là qu'on avait établi avec Peter Richard, Perry Frey et Knapp dans les années, au milieu des années 80. C'était, pour ce qui me concerne, l'époque où j'étais longuement d'abord en postdoc, puis en collaboration avec Peter Richard à l'Institut Karolinska à Stockholm. Et donc l'idée est la suivante. Vous avez un cluster fer-soufre qui est dans l'état réduit, c'est-à-dire il faut un électron. Il est réduit ici, il est à bas potentiel. Il fixe la SAM par la partie aminocarboxylate et il y a un transfert d'électrons du fer-soufre vers la SAM, évidemment facilité par cette association, ce complexe, et vous avez une cassure homolytique de cette liaison soufre-carbone. Vous libérez la méthionine et à ce moment-là, vous créez ce radical 5'-déoxyadénosyle. Et ça, évidemment, c'est totalement nouveau à l'époque, puisque la SAM n'était pas connue pour faire des radicaux, mais pour faire de la chimie ionique. Et ici, on introduit donc le radical 5'-déoxyadénosyle, qui est évidemment un radical extrêmement oxydant, extrêmement réactif. Vous voyez la liaison carbone-hydrogène ici, c'est une des liaisons les plus énergétiques, hein, c'est 100 kcal par mol à peu près. Et donc, évidemment, ce radical, il a juste une envie, c'est d'arracher un atome d'hydrogène, et c'est ce qu'il fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle cette chimie est intéressante, c'est qu'à partir du moment où vous créez ce radical, vous arrachez un atome d'hydrogène à un substrat. Ce substrat RH n'est pas du tout réactif, mais lorsqu'il est sous forme de R point, de radical, parce qu'on lui a arraché un atome d'hydrogène, il devient très réactif et il peut faire toute la chimie qui découle ensuite. Et ensuite, évidemment, il y a des chimies très différentes pour arriver à un produit, mais toutes ces radicales SAM fonctionnent comme ça. Juste un exemple pour illustrer ça, mais je ne vais pas parler de cette chimie, je vais parler des nouvelles chimies qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà, par exemple, une chimie de réparation d'ADN. Ici, c'est le photoproduit des spores
lorsque vous avez des bactéries qui sont sporulentes, lorsqu'elles sont soumises à de l'irradiation, elles créent ces liens entre deux T sur leur ADN. Et en fait, ces bactéries, qui sont dormantes, lorsqu'elles se réactivent, évidemment, il faut qu'elles réparent leur ADN qui est pas mal affecté par ce mécanisme et d'autres, mais ici, il y a une spore photoproduct liase qui répare ce dimère de thymine pour donner un ADN qui fonctionne. Eh bien, c'est une radicale SAM qui fait le boulot. Vous voyez, la SAM produit un radical. Vous avez un arrachement d'atomes d'hydrogène ici. À ce moment-là, ce dimère de thymine, qui est très stable, devient très réactif. Ça déclenche, la présence de ce radical ici déclenche une fragmentation de la molécule pour casser la liaison carbone-carbone qui reliait les deux thymines. Et à ce moment-là, vous régénérez les deux bases dans leur état normal à travers plusieurs processus qui impliquent aussi des transferts d'électrons. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on savait depuis très longtemps. Et là, je vais vous parler donc de choses qui apparaissent beaucoup plus récemment, et en particulier à la fois au niveau du mécanisme et de nouvelles réactions radicalaires. Peut-être une enzyme assez emblématique chez les radicales SAM, c'est cette fameuse pyruvate formate liase qui était l'enzyme sur lequel travaillait Joachim Knappe et qui ensuite a été très très étudiée, enfin, après la mort d'ailleurs de Knappe, d'autres chimistes ont pris le relais, et en particulier aux États-Unis, John Broderick, qui a beaucoup travaillé à ceci avec d'éminents spectroscopistes aux États-Unis et qui ont avancé de façon très intéressante sur les mécanismes de la réaction. Donc, vous voyez, la pyruvate formate liase, c'est une enzyme qui catalyse la réaction entre le pyruvate et le coenzyme A pour donner l'acétylcoenzyme A et du formiate. Cette enzyme, je vous l'ai dit, a besoin d'avoir une glycine sous la forme d'un radical glycyle. C'est assez fascinant de penser que cette enzyme est absolument clé dans la bioénergétique des bactéries qui ont ce système enzymatique. Et c'est assez fascinant de penser que, au fond, la bioénergétique de ces bactéries n'est possible que parce qu'il y a un atome d'hydrogène qui a été arraché, un seul atome d'hydrogène, dans une protéine qui est la PFL, pour donner un radical glycinyle. Et donc, vous avez une enzyme qui s'appelle la PFL activase, qui est responsable de la transformation, qui a comme substrat la PFL et qui est la radicale SAM, et qui est responsable de la formation d'un radical sur une glycine spécifique du site actif, qui va servir, ce radical, à faire la transformation qui est au-dessus. Et donc, à travers toutes des analyses spectroscopiques, et en particulier les analyses de type spectroscopie magnétique, qui sont, vous comprenez, extrêmement pertinentes, puisqu'on parle de clusters fer-soufre dans des états paramagnétiques, de radicaux organiques qui sont paramagnétiques, et donc tout ce qui est RPE, Andor, ISIM, enfin toutes ces techniques-là, I-score, toutes ces techniques-là sont évidemment capitales pour comprendre les mécanismes. À cela se rajoute, parce que les intermédiaires réactionnels sont très réactifs, comme vous pouvez l'imaginer, des méthodes de freeze quench et de cinétique rapide pour piéger les radicaux. Tout cet ensemble-là va donner les résultats que je vous indique. Alors, ce qui était connu de façon assez claire, c'est que ici, vous avez le point de départ, un signal dans lequel votre cluster est, je vous l'ai dit, nécessairement réduit pour que ça marche. Donc, c'est spin and me, et donc vous avez un cluster avec paramagnétique, donc facilement suivable sur le plan spectroscopique. Et puis au cours de la réaction de l'activase, ici de la PFL activase, vous avez le radical, enfin le signal du fer qui disparaît, et vous avez l'apparition d'un nouveau signal qui est
le radical glycyle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, vous avez réduit la SAM, vous avez créé le radical 5'-déoxydénosyle et vous avez arraché un atome d'hydrogène de cette glycine pour donner ce radical-là. Donc, vous avez des caractéristiques très nettes de signal du fer-soufre et de signal du radical glycyle. Et puis, très très récemment, oui, je peux juste redire que ce radical-là est une vue de l'esprit, puisque jusqu'au résultat dont je vais vous parler, c'est un radical qui n'avait jamais été observé, et au moment où je vous parle, avant de parler des choses suivantes, c'est un radical qui n'a jamais été observé. Et c'est un radical qui est anticipé en biologie depuis très très longtemps, je vous dirai pourquoi, bien avant de le faire intervenir dans la chimie de la SAM. Et en fait, voilà, là je ne rentre pas dans le détail, vous voyez, c'est des travaux Science 2016, JACS 2018, donc dans des travaux tout à fait récents par des méthodes de piégeage rapide d'intermédiaires, couplées à du marquage, utilisant des spectroscopies magnétiques. Eh bien, il a été piégé un intermédiaire, ça c'est dans la PFL activase, mais c'est vrai dans plein d'enzymes, y compris la ribonucléotide réductase. Il y a un intermédiaire qui a été piégé ici, qui n'est pas le signal du cluster 4 fer 4 soufre, et qui disparaît à mesure que le radical glycyle apparaît, et qui est donc un précurseur de ce radical glycyle, et qui a été interprété, et à cause de toutes ces réactions de marquage, de propriétés magnétiques, etc., comme cet intermédiaire qui, dans la littérature aujourd'hui, est appelé oméga, et à nouveau qui fait apparaître une liaison fer-carbone. C'est-à-dire que vous voyez, si vous coupez ici, vous avez le radical 5'-déoxydénosyle à 2 points, mais là, il est fixé sur le fer. Et donc, vous avez un intermédiaire organométallique qui est aujourd'hui proposé comme la façon dont le radical 5'-déoxydénosyle est contrôlé par le système enzymatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement, il ne se balade pas comme ça, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, il taperait n'importe où, s'il y a pas, enfin, ça pourrait être dangereux. Et l'idée, c'est qu'en fait, il est contrôlé sous la forme de ce... Et ça n'avait vraiment pas été anticipé, et aujourd'hui, c'est le résultat. De sorte que la chimie de contrôle de ce radical organique, c'est une chimie plutôt concertée, où les transferts électroniques et la production des radicaux sont contrôlés pour produire cet intermédiaire oméga avec sa caractéristique spectroscopique. Ici, vous voyez la caractéristique spectroscopique du cluster. Et ça, c'est oméga. Et ensuite, lorsque la chimie se met en place, cet intermédiaire libère le radical 5'-déoxydénosyle pour faire la chimie. Voilà. À nouveau, bon, ça vous l'avez vu, c'est un autre exemple de chimie organométallique en biologie, et ça, c'est plein d'autres systèmes enzymatiques. Plein de sites que j'ai déjà évoqués. C'est juste pour vous montrer que cette idée, finalement, il n'y a pas si longtemps, que la chimie organométallique n'était pas une chimie du vivant, est en train de devenir de plus en plus acceptée comme étant utilisée aussi par les organismes. Voilà. Donc pour le moment, on n'a toujours pas vu ce radical, on ne l'a pas détecté. Hein. Donc ce sont des mécanismes, je dirais, comment dire, spéculatifs sur le fait que c'est une entité radicalaire qui fait la chimie. En fait, ça fait très très longtemps. Ici, je dis un demi-siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre cofacteur qui est une source de 5'-déoxydénosyle. C'est l'adénosylcobalamine, ce cofacteur qui est dérivé de la vitamine B2. Donc c'est un cofacteur extrêmement important, connu depuis très très longtemps, et dont l'hypothèse était que il fonctionnait
par cassure de cette liaison cobalt-carbone pour donner le 5'-déoxyadénosyl. Donc cette idée d'un 5'-déoxyadénosyl radical, elle existe depuis très très longtemps. Ce dont je vous parle, c'est le fait que, après avoir pensé qu'il n'y avait que la vitamine B12 qui était productrice de ce type de radical, nous, ce qu'on apportait, c'est l'idée qu'il y avait un autre système. Après, il y a eu beaucoup de débats sur, comment dire, quels sont les systèmes les plus primitifs, etc. Aujourd'hui, bon, l'idée qui prévaut, c'est que, évidemment, ces systèmes-là de production de 5'-déoxyadénosyl sont arrivés plus tard dans l'évolution, parce qu'évidemment, ils sont plus élaborés que, ici, vous voyez, c'est un cluster fer-soufre avec une petite molécule. Et, voilà, bon, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais en tout cas, ce qui était certain, c'était que après vraiment 50 ans de recherche, des gens ont vraiment beaucoup essayé de comprendre, d'isoler ce type de radical. Ça n'était pas arrivé. Et puis c'est arrivé, enfin. Vous voyez ici un travail en JAX de 2019. Je ne veux pas rentrer dans le détail, juste vous dire que là, à nouveau, toujours en travaillant, et c'est pour ça que cette pyruvate formatliase est essentielle dans l'histoire des radicales SAM, en travaillant sur cette enzyme, mais sans le substrat PFL, donc il n'y a plus possibilité de faire un radical glycyle. Hein, et vous voyez bien pourquoi c'est intelligent de ne pas faire ce radical glycyle, parce que si on veut attraper le radical à 2 points, il faut lui enlever tout substrat sur lequel il pourrait réagir pour le stabiliser. Donc, en se mettant à très très basse température et en irradiant la protéine en présence, donc dans un état où vous partez du complexe cluster fer-soufre SAM, en éclairant, apparaît à ce moment-là, donc vous voyez ici, vous reconnaissez le point de départ qui est à nouveau le spin enemy du cluster fer-soufre, et en irradiant à froid 12K, vous voyez apparaître un nouveau signal. Le signal du fer-soufre disparaît, ce nouveau signal apparaît. Évidemment, pourquoi on peut penser que c'est une entité extrêmement réactive, et notamment le radical à 2 points? C'est parce qu'on est à 12K. Il y a quand même une chimie qui se fait. On peut éventuellement avoir une cassure de la liaison carbone-carbone, mais évidemment, c'est gelé. Et donc, si on forme un peu de ce radical à 2 points, il est suffisamment gelé pour qu'on puisse l'observer. Et ensuite, par toute une série, ce sont des travaux absolument magnifiques de marquage spécifiques sur différents endroits de la partie, enfin de la molécule. Voilà, il a été absolument bien établi que ce qui était ici, et donc pour la première fois en 2019, on a eu une signature de ce radical 5'-déoxyadénosyl qui est donc indiqué ici. On a donc avancé d'un pas. Bon, ça, c'est pas la peine d'en parler. C'est un autre exemple. C'est un autre exemple dans lequel on a pu montrer. Voilà, ça aussi 2019. Oui, c'est une autre enzyme. C'est une enzyme qui transforme la tyrosine en déhydroglycine et en paracrésol. Elle s'appelle IG, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, c'est une radicale SAM. Donc là aussi, le principe, c'est qu'à 2 points arrache un atome d'hydrogène ici et que ça crée la fragmentation qui conduit au produit. Donc là, ce qu'ont fait les auteurs de ce travail-là, c'est qu'ils se sont dit, donc si on veut voir le A2 point, évidemment, il faut lui enlever un substrat. Donc on ne va pas mettre de la tyrosine, parce que sinon le A2 point réagit instantanément avec le substrat. Donc ils ont mis un autre substrat assez proche, mais vous voyez, où il n'y a pas de... enfin, qui est moins réactif sur le plan radicalaire. Et là aussi, voilà, ils ont trouvé le signal. Donc aujourd'hui, c'est assez clair que ce radical 5'-déoxyadénosyl existe. Donc cette chimie-là dont j'ai parlé est maintenant vraiment validée, mais vous voyez, c'est très récent, à travers la découverte d'un intermédiaire qui contrôle le radical et la véritable existence de ce radical 5'-déoxyadénosyl.
Alors, donc jusqu'à il y a très très peu de temps, le dogme, c'est, que ce soit d'ailleurs la vitamine B12 ou les radicales SAM, c'est pour faire un radical 5'-déoxyadénosyl dont la seule fonction est d'arracher un atome d'hydrogène sur un substrat. Voilà. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il ne fait pas que ça, et il fait d'autres choses. Et le premier exemple dont je voudrais parler, c'est une enzyme de la biosynthèse de la ménaquinone. La ménaquinone, c'est cette molécule ici, que certains d'entre vous connaissent bien, qui participe aux chaînes de transfert d'électrons, aussi bien chez les micro-organismes que chez les plantes, dans la respiration ou la photosynthèse. Et chez les mammifères, c'est ce qu'on appelle la vitamine K, qui est important, et donc c'est un cofacteur qui est absolument essentiel pour cette réaction-là, c'est-à-dire une carboxylation, donc l'utilisation du CO2 et une carboxylation de certains glutamates dans des protéines qui sont impliquées dans la coagulation du sang et dans la formation de l'os. Et voilà, chez les humains, cette vitamine K, elle est acquise par la nourriture, et également par les bactéries que nous avons dans l'intestin. Et il vaut mieux ne pas être en déficit de cette vitamine K. Mais je ne vais pas rentrer dans cette partie-là, dans ces enzymes-là, la glutamyl carboxylase. Je ne vais pas m'occuper de la carboxylation ici, je vais m'occuper de la synthèse de cette molécule pour vous démontrer une des découvertes récentes. Alors, c'est comme beaucoup de voies de biosynthèse naturelle, c'est des choses très complexes qui ont été bien établies. Je ne vous demande pas de comprendre tout ça, mais juste de comprendre la chose suivante. En fait, il y a plusieurs voies de biosynthèse de ménaquinone. Il y a ce qu'on appelle la voie succinylbenzoate, qui part du corismate ici, qui est une molécule extrêmement importante du métabolisme, et qui passe par ce succinylbenzoate. Bon, oublions ça, mais vous voyez, ça peut être assez complexe. Je vais parler de la voie 2, qui a été découverte plus récemment. Vous voyez, il y a une dizaine d'années, simplement. Donc, qui a été découverte, c'est ce qu'on appelle la voie futalosine, chez les anaérobes facultatifs et chez les prokaryotes anaérobies. Et là aussi, ça part du corismate, mais avec une voie de transformation du corismate qui est tout à fait différente de la précédente. Et dans ce procédé-là, dans cette voie biosynthétique qui arrive à la ménaquinone, il y a deux enzymes radicales SAM, MQNE et MQNC. La MQNC, la dernière, là, ici, elle fonctionne tout à fait normalement. C'est un adopoint qui arrache un atome d'hydrogène. Donc ça a été bien étudié. Juste pour vous montrer à nouveau, vous voyez, vous créez adopoint et il arrache cet atome d'hydrogène sur l'intermédiaire 16 ici. Et à nouveau, une fois que vous avez le radical, vous avez toute une série de réarrangements radicalaires et qui se finit par le produit final, et je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais c'est une chimie classique, vous voyez, arrachement d'un atome d'hydrogène, rien de nouveau sous le soleil. La grande découverte, c'est celle-là, c'est le fait que le substrat maintenant est pardon, le 13, où est-il? Là, voilà. Le substrat de cette radicale SAM MQNE est ici. Il n'y a pas vraiment de... Si vous regardez, c'est d'ailleurs ça qui a alerté les gens qui travaillent sur ces systèmes enzymatiques, il n'y a pas vraiment d'atome d'hydrogène à arracher dans cette molécule. Et en fait, ce qui a été maintenant bien démontré, vous voyez dans ces articles-là, c'est que vous créez bien le radical déoxy à deux points, et ce radical à deux points n'arrache rien du tout, mais s'ajoute sur une double liaison.
Ce radical-là, alors, il est captodatif, c'est un concept qui est connu depuis très très longtemps. Il est relativement stable parce qu'il est stabilisé par un effet donneur mésomère là, de l'oxygène et un effet attracteur du carboxylate. Et ensuite, ce radical évolue et à la fin, par tout un tas de réarrangements, là aussi radicalaires, et à la fin, vous comprenez pourquoi vous avez une partie 5'-déoxyadénosyle sur le produit de la réaction, ici. Vous voyez, cette partie-là, en fait, elle vient du radical à 2 points. Voilà, donc, pardon. Donc, les radicaux ne font pas que arracher des atomes d'hydrogène, ils s'ajoutent aussi. Et il y a maintenant d'autres exemples, et vous voyez un exemple tout récent qui est sorti il y a quelques mois, qui a été publié dans Angewandte Chemistry. C'est l'étude de la biosynthèse de ces molécules extrêmement complexes qu'on appelle des opanoïdes, qui sont des terpénoïdes pentacycliques, hein, vous voyez, il y a 5 cycles, qui sont des composants majeurs de la membrane des prokaryotes. Et eh bien, vous voyez ici, vous avez des parties qui peuvent faire penser à du ribose. Et donc dans cet article-là, il a été montré, donc les gens ont travaillé sur les voies de biosynthèse depuis longtemps, hein, de ces opanoïdes, et identifié les gènes et les enzymes, etc. Et dans la voie de biosynthèse de ces bactériopanes polyols, vous avez une enzyme radical SAM ici, HPNH. Et bien que là, il y ait des atomes d'hydrogène qu'on puisse arracher, donc le point de départ, c'est des composés farnésyles, diphosphate, vous passez par le squalène, vous avez un squalène open cyclase, enfin, etc. Et je reste dans cette étape-là. Et là, vous voyez la double liaison, et vous voyez que le produit ici de cette réaction, c'est la formation d'une liaison carbone-carbone avec le 5'-déoxyadénosyle. Et bien, justement, c'est exactement ce qui se passe. La SAM donne le radical 5'-déoxyadénosyle et il s'ajoute exactement comme dans le cas de la biosynthèse de l'aminaquinone. Donc, il n'y a pas un seul exemple, mais on va sûrement découvrir dans le futur tout un tas de réactions biochimiques où le radical à 2 points s'ajoute et s'ajoute et ne fait pas simplement qu'arracher des atomes d'hydrogène. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, et, parce que c'est l'heure, et je terminerai sur les SAM la prochaine fois, parce que je vais vous montrer la prochaine fois que en réalité, la SAM n'est pas qu'une source de radicaux, 5'-déoxyadénosyle, mais est une source de plein d'autres radicaux, par des compositions différentes de la partie, enfin de la SAM elle-même. Donc on verra là aussi des résultats récents sur toute une nouvelle chimie, de nouvelles chimies, mais radicalaires dans ce cas-là, qui ne passent pas du tout par le radical 5'-déoxyadénosyle. Voilà, sur ces considérations, je vous remercie.